Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Moi, c'est Roxane Trémen et aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire des enfants disparus de l'Isère. En Isère, département éponyme de la rivière qui le traverse, il suffit de lever les yeux pour admirer les montagnes. Dans ce somptueux décor alpin, 11 enfants disparaissent entre 1980 et 1996. 6 sont retrouvés morts et un petit garçon survit miraculeusement à son agresseur. À ce jour, 4 enfants restent portés disparus. Cette histoire est aussi celle du combat des familles pour que justice soit rendue. Commençons par les faits. En 1980, Philippe Pignot a 13 ans. Il vit avec ses parents à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Au printemps, la famille se rend à la station de l'Alpe du Grand-Serre, sur la commune de La Morte-sur-Isère, à 40 km au sud de Grenoble. L'hiver, les visiteurs chaussent les skis. Le reste de l'année, les reliefs se prêtent aux randonnées. Il disparaît le dimanche 25 mai 1980. Aucun détail n'est connu du grand public. Rien. Pas une coupure de presse le concernant. De sa disparition, ne reste que les informations mentionnées ici. Philippe Pignot est la première et courte ligne du dossier des disparus de l'Isère. Au début de l'année 1983, la famille Janvier quitte la Sarthe pour l'agglomération grenobloise. En attendant de trouver un logement, ils sont hébergés par un membre de la famille dans un appartement de Saint-Martin-d'Hères. Le jeudi 17 mars 1983, vers 18h30, le père de famille envoie ses 3 fils lui chercher des cigarettes. Le bureau de tabac est à une petite centaine de mètres. Jérôme a 7 ans et demi et Ludovic tout juste 1 an de moins. Il vient de rentrer en CP. Nicolas n'a pas 2 ans. Sur le trajet du retour, il traverse la place de la République et joue avec un caddie qui traîne. Un homme est figé sur le chemin des garçons, comme s'il les attendait. Il porte un bleu de travail, des chaussures de sécurité noires à fermeture éclair et un casque de mobilette bleu avec des bandes réfléchissantes blanches et oranges sur les côtés. L'homme mesure entre 1m60 et 1m65. Il est en surpoids. Il dit aux enfants qu'il a perdu son chien loup et leur promet des bonbons s'ils aident à le retrouver. Jérôme trouve qu'il est gentil. Alors il obéit quand l'homme lui ordonne de garder Nicolas et de chercher d'un côté, pendant que Ludovic et lui vont de l'autre. L'inconnu a déjà attrapé la main de l'enfant et s'éloigne vers le parking de la place. Quand Ludovic se retourne pour regarder ses frères, Jérôme lit la peur dans ses yeux. Il comprend que quelque chose ne va pas. Agrippant Nicolas comme il peut, il court alerter ses parents. La famille Janvier ratisse la place. 1 fois, 2 fois. Les adultes partent dans des directions différentes et se retrouvent toujours avec le même constat. Pas de traces de Ludovic. C'est d'autant plus frustrant que la place est bordée d'immeubles. Les fenêtres offrent une vue imprenable sur la scène de crime. Les parents appellent les gendarmes qui lancent les recherches. Dans un rayon de 2 km, on fouille les jardins publics, les rives de l'Isère, les appartements, les caves et les greniers. Les hommes des environs connus de la justice pour des faits d'exhibitionnisme ou d'agression sexuelle sont interrogés. Leur emploi du temps est vérifié. Le petit Jérôme décrit le ravisseur aux autorités. Les jours passent, une vraie torture pour la famille. Puis les jours deviennent des semaines. Au mois d'avril, une greffière du tribunal de Grenoble reçoit un appel. Au téléphone, un homme dit avoir lu un article sur la disparition de l'enfant dans un journal de Reims. Il veut rassurer les parents, le petit Ludovic est en bonne santé et il fait le bonheur d'un couple stérile. Les enquêteurs ne parviennent pas à identifier l'auteur du coup de téléphone, mais ils ne lui accordent que peu de crédibilité. Pour des raisons obscures, chaque affaire médiatisée comporte son lot de faux témoins.
La mère de Ludovic Janvier passe au journal télévisé et implore qu'on lui rende son fils. Elle colle aussi des affiches de disparition où figure en noir et blanc le visage souriant du petit garçon. Au début de l'été 1985, les forces de l'ordre arrêtent un dénommé Antoine Guy Romero. Il a 35 ans, mais il fait plus jeune. Il vit dans le quartier de Vaucanson, à Grenoble, soit à moins de 2 kilomètres de la place de la République de Saint-Martin-d'Hères. Déjà inculpé pour attentat à la pudeur sur une fillette de 4 ans, il est connu dans le quartier pour s'emporter vite. D'après les rumeurs, il s'intéresse de près aux enfants et traîne dans des squares douteux, où on l'appelle la boxeuse ou le barjot. Ses deux frères et lui sont défavorablement connus des services de police. C'est un ancien codétenu d'Antoine Di Romero qui l'a dénoncé. Romero lui aurait confié avoir tué un gosse. Le suspect est interpellé et placé 48 heures en garde à vue, mais il nie les faits. La juge en charge du dossier estime qu'il y a suffisamment d'indices pour l'inculper pour enlèvement. Il est donc incarcéré à la prison de Vars. Romero entame une grève de la faim pendant que ses proches font pression dans les médias. Ses avocats demandent à plusieurs reprises la remise en liberté de leur client. Il est transféré à l'infirmerie de la prison de Fresnes, puis finalement libéré après 50 jours d'incarcération. Placé sous contrôle judiciaire, il reste inculpé pour l'enlèvement de Ludovic Janvier. Mais le 28 novembre 1986, Antoine Di Romero fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu au bénéfice du doute. La piste est définitivement refermée. 34 ans plus tard, dans les registres des Chirolles, une petite commune de la banlieue grenobloise, on peut lire l'acte de décès d'un certain Antoine Guy Romero. Il est mort le 1er novembre 2020, à l'âge de 70 ans. Nous sommes le samedi 9 juillet 1983, soit 4 mois après l'enlèvement de Ludovic Janvier. Il est environ 19 heures. Grégory Dubrulle n'a pas 8 ans. Il vit avec sa famille au 2e étage d'un immeuble, rue Adrien Ricard, à 2 pas du palais de justice de Grenoble. Le petit garçon termine son repas, puis demande la permission pour descendre jouer. Il fait aussi promettre à son grand frère Eddy de le rejoindre. Arrivé au rez-de-chaussée, il pousse la porte du hall et s'assoit sur les marches extérieures de l'immeuble. C'est l'été, il fait bon. Grégory est en vacances depuis une semaine. Son esprit vagabonde, à 1000 lieues d'imaginer l'horreur qu'il s'apprête à vivre. Quelques minutes plus tard, une belle voiture de sport marron à 3 portes s'arrête à sa hauteur. Le conducteur demande au petit garçon où mène la rue dans laquelle ils sont. Mais Grégory a beau lui expliquer, l'automobiliste ne comprend pas. Est-ce qu'il peut grimper pour lui montrer ? L'enfant s'exécute et monte sur le siège passager. Quand la voiture arrive au bout de la rue, Grégory demande à descendre, mais l'homme répond qu'ils vont faire un tour. Grégory n'a pas à s'inquiéter car il connaît ses parents. Puis l'homme lui ordonne de s'asseoir sur le sol, devant le siège passager. Grégory s'exécute. Il est terrorisé. Il se souvient des consignes données par ses parents, ne suis jamais un inconnu, ou pire, ne monte jamais dans la voiture d'un inconnu. Il n'a pas 8 ans, mais il sait qu'il vient d'être enlevé. Il a fait une terrible bêtise. De cet angoissant voyage, Grégory garde de vagues souvenirs. Son ravisseur porte de nombreuses bagues. Il a aussi un tatouage sur son biceps droit, un cœur transpercé d'une flèche et 2 initiales séparées par un plus. Mais ce qui marque surtout Grégory, c'est l'attitude de son ravisseur. Ce dernier ne le regarde pas, ne cherche pas à le rassurer, il n'allume pas non plus la radio. Le moteur qui ronfle ne fait que souligner le silence pesant qui règne dans l'habitacle. Au bout d'un moment, Grégory remarque que la voiture s'engage sur un chemin forestier. Et puis plus rien. En ville, Eddy est descendu à 19h30 mais n'a pas trouvé Grégory en bas. C'est pourtant lui qui voulait taper dans le ballon. Alors il est peut-être parti jouer chez un voisin. Mais ne voyant pas son petit frère revenir, Eddy alerte ses parents qui partent à sa recherche dans le voisinage avant de finalement contacter les forces de l'ordre. Tous ratissent le quartier durant la nuit, sans succès. Grégory se réveille, désorienté. Il souffre d'un terrible mal de tête. Quand il touche son crâne, le petit garçon sent une texture gélatineuse, comme de la confiture. C'est son sang qui attire déjà les mouches.
Grégory regarde autour de lui. Il est dans un trou, au milieu de déchets et débris de toutes sortes. Il doit sortir de là. L'enfant se hisse jusqu'au talus et avise une habitation visible au loin. Rassemblant le peu de force qui lui reste, il rampe dans cette direction au travers des fourrés. Heureusement, il y a une route entre la maison et lui. Un automobiliste aperçoit quelque chose sur le bas-côté. Sans vraiment comprendre ce qu'il voit, il s'arrête et découvre le petit garçon dans un état épouvantable. Il le porte jusqu'à sa voiture avant de foncer vers l'hôpital le plus proche, où l'enfant est examiné et soigné. En croisant le témoignage de Grégory, celui de l'automobiliste et les rapports des médecins, les enquêteurs établissent le terrible scénario. Grégory Dubrul a été enlevé la veille par un homme devant son immeuble, rue Adrien Ricard à Grenoble. Il a été emmené dans les montagnes, violé, frappé sur différentes parties du corps et étranglé. Il a aussi reçu plusieurs coups au crâne, dont au moins un coup de serpette, qui lui a ouvert la tête et le visage. Le pédophile l'a laissé pour mort dans la décharge de Pommier-la-Placette, petite commune collée à Vorep, à 20 km au nord-ouest de Grenoble. Les forces de l'ordre se mobilisent, demandent à Grégory de décrire son ravisseur, sa voiture, apparemment une Mercedes. Ils espèrent qu'un témoin leur fournira une information, ou mieux, un nom. Mais rien. En 2013, l'enquête est au point mort depuis 3 décennies. On ordonne un non-lieu. Grégory Dubrul a survécu. Il a maintenant la quarantaine et parle à visage découvert. Si sa carrure et sa barbe sont massives, il a le même regard grave que sur la photo où il est assis sur son lit d'hôpital en 1983. Il se souvient parfaitement du moment où il est monté dans la voiture. Il était naïf, normal, un enfant de 8 ans, quoi. Tout en se triturant les mains nerveusement, Grégory énonce les quelques détails qu'il a notés. La figurine du rétroviseur, les bagues, le tatouage. Avec le recul, il pense que son ravisseur avait la trentaine. Il devait mesurer entre 1,70 m et 1,80 m. L'homme semblait d'origine européenne et avait le teint mat. Quant à la voiture, Grégory rappelle qu'à l'époque, il ne savait pas à quoi ressemblait une Mercedes. Il a dû répondre oui pour faire plaisir aux policiers. Aujourd'hui, il pense que la voiture aurait pu être une Renault Fuego 3 portes. Il sait que son agresseur a voulu le tuer. Pour lui, la société doit traquer ces pédophiles comme il traque les enfants. Il le dit aux journalistes du Parisien en 2008. J'ai un truc cassé au fond de moi et de la haine. Je vois de grands hommes pris la main dans le sac, à qui il n'arrive rien. Et nous, qui avons été victimes du pire, on ne nous regarde même pas. S'il y a une justice, je voudrais savoir pour qui. Le 23 mai 1985, 2 spéléologues explorent les cavités qui jalonnent le massif du Vercors. Ils avisent une petite grotte. Son entrée est encombrée par un amas de pierres. Ils dégagent l'ouverture et tombent sur des ossements humains. Un squelette incomplet, dont un crâne bien conservé. La grotte est enfoncée dans une masse granitique qui surplombe la départementale D531, entre les villages de Sassenage et Angin. Elle est située à une trentaine de kilomètres de la place de la République, à Saint-Martin-d'Hères. On l'atteint en traversant Grenoble ou en contournant la ville par la rocade. Les spéléologues ne sont pas inquiets. Il leur arrive souvent de retrouver des restes humains de la Seconde Guerre mondiale dans ces renfoncements naturels. Mais après analyse, les experts sont formels. Il s'agit des ossements d'un enfant, tué quelques années plus tôt par des coups portés à la tête avec un objet contondant. Le crâne est fracassé. Une information se propage dans les médias, sans qu'on ne sache vraiment d'où elle vient. Ludovic Janvier a été retrouvé. La famille de l'enfant est informée par voie de presse. Mais les autorités démentent. À l'époque, seule l'étude comparative de la dentition permet d'identifier des ossements humains. Or, le petit Ludovic n'a jamais vu de dentiste. De l'autre côté de la route, il y a un large terre-plein pour stationner. Le scénario paraît clair. Un automobiliste arrête sa voiture sur le terre-plein, traverse la route, grimpe les roches sur une dizaine de mètres, avise la cavité, dépose le corps de l'enfant, cache une partie de l'entrée en amassant des pierres et quitte les lieux, ni vu ni connu. La tâche semble difficile pour un seul individu, mais qui sait, l'adrénaline décuple les forces. Les gens du coin sont formels, il faut être de la région pour connaître l'existence de ces cavités qui longent la D531.
Pendant que les images de mauvaise qualité d'une petite fille et d'un immeuble grenoblois défilent à l'écran, la voix grave du journaliste de France Télévisions énonce les faits. Anissa a 5 ans et demi, les cheveux bouclés châtains et plus courts que sur cette photo. Le soir de sa disparition, elle portait un pull blanc et un short bleu. Ses parents habitent au 7e étage de cette tour de l'avenue Paul Coca dans le quartier de l'Abbaye où s'est produite la disparition d'Anissa le mercredi 26 juin. La police prévenue à 22 heures a fouillé de fond en comble l'immeuble et le quartier. Les voisins et amis s'y sont mis également, en vain. La maman d'Anissa ne trouve aucune explication à cette disparition et on imagine son angoisse depuis 6 jours. Mais que s'est-il passé? Le mercredi 26 juin 1985, Anissa Ouadi joue avec d'autres enfants devant l'immeuble où elle habite dans la ville de Grenoble. Parmi ces enfants, il y a son frère de 14 ans et sa sœur de 11 ans. Vers 19 heures, alors qu'une averse s'abat sur eux, les enfants courent pour se mettre à l'abri. Dans l'appartement familial, la mère de famille constate qu'Anissa n'est pas remontée avec les autres. Son frère et sa sœur pensaient qu'elle les suivait. Ils n'ont pas fait attention. Il faut dire que malgré son jeune âge, Anissa a l'habitude de monter les escaliers et de prendre l'ascenseur seule. Dans les années 80 et 90 en France, les enfants étaient plus libres de leurs mouvements qu'aujourd'hui. Ils rentraient seuls de l'école, se baladaient à vélo dans leur village et couraient les parcs et les boulangeries des villes. Dans un monde post-mai 68, où il était interdire d'interdire, certains confondaient libération sexuelle et pédophilie. Dans l'émission Apostrophe du 23 avril 1982, Daniel Cohn-Bendit lance « Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. » Dans son livre Le Grand Bazar, publié en 1975, il raconte ses expériences en tant qu'éducateur dans un jardin alternatif pour enfants à Francfort. Et c'est encore pire. Mais revenons à Anissa. Elle n'est pas téméraire. Sa surdité lui impose un certain nombre de contraintes. La mère de famille se rassure, quand la pluie s'est abattue sur le quartier, elle a dû se mettre à l'abri. Le temps passe et les wadis font appel aux voisins. Au crépuscule, ils sont nombreux à vérifier les halls d'immeubles, les caves, les parcs. Les forces de l'ordre sont prévenues à 22 heures. Elles lancent les premières recherches officielles, mais la nuit tombe, sans que l'on ne retrouve la moindre trace d'Anissa. Le mardi 9 juillet, on repêche son corps dans l'Isère, au niveau du barrage hydroélectrique de Beauvoir. Impossible de déterminer la cause de sa mort, ni même si elle a été agressée. L'expertise médico-légale est limitée quand un corps a séjourné dans l'eau. Une question se pose aux enquêteurs. S'agit-il d'un accident ou d'un enlèvement suivi d'un meurtre? Le point de la rivière le plus proche de l'immeuble de la famille Ouadi, avenue Paul Coca, est au niveau du stade des Alpes, soit à plus de 2 km. À pied, un adulte met environ 26 minutes en passant par les petites rues et 30 minutes en passant par la départementale 5 puis le parc Paul Mistral. S'il s'agit d'un accident, Anissa aurait dû parcourir ce chemin à pied tout en passant inaperçue avant de tomber dans l'Isère en plein centre-ville de Grenoble. Son corps aurait alors été porté par les eaux jusqu'au barrage de Beauvoir, qui se situe plus de 50 km plus loin. Cette fois, le médecin légiste est formel. L'absence d'abrasion sur le corps permet d'établir qu'il n'a pas pu faire un tel trajet. Anissa aurait-elle pu être absorbée par une bouche d'égout lors de l'orage, puis être transportée jusqu'au barrage par les eaux d'évacuation de la ville? Là encore, le médecin légiste aurait constaté des abrasions, même post-mortem. Les enquêteurs écartent donc la thèse de l'accident. Pour eux, Anissa a été enlevée puis jetée à l'eau, vivante ou déjà morte. Il s'avère que des routes longent la rivière du centre de Grenoble au barrage de Beauvoir. En partant de la rue Paul Coca, un ravisseur aurait ainsi pu rejoindre à l'ouest de la ville l'autoroute A48 jusqu'à Vorep, puis prendre l'A49 direction Valence. Le barrage est alors à environ 58 km, soit 50 minutes de route. Pour rejoindre le barrage, on peut aussi passer par le parc régional du Vercors en empruntant la D531. Souvenez-vous, c'est le long de cette départementale qu'ont été retrouvés les ossements d'un enfant 1 mois plus tôt. Ce second trajet dure 2 fois plus longtemps. Il est probable que le corps de la petite fille ait été retenu par le barrage, mais déposé en amont, au niveau des communes de Saint-Sauveur, Iséron, Cognien-les-Gorges ou Beaulieu par exemple. Pas de témoins, pas de suspects, l'enquête s'enlise. La disparition d'Anissa Ouadi
n'intéresse pas les médias et rapidement, son meurtre tombe dans l'oubli. En 2003, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Personne n'a payé pour la mort d'Anissa. La famille Bendouillou vit dans le quartier populaire de Champfleury, à Bourgoin-Jallieu. La ville est la 3e du département de l'Isère et compte 20 000 habitants. Elle est située à plus de 60 km au nord-est de Grenoble. Les parents Bendouillou et leurs 9 enfants habitent un appartement dans une cité qui comprend une dizaine de HLM, une école, une boulangerie, une pharmacie et un parc uniquement piétonnier. L'été, les enfants du quartier ne tiennent pas en place dans les appartements en surchauffe. Ils sont autorisés à jouer en bas des immeubles. Les grands surveillent les petits, tout le monde apprend la vie. Les plus chanceux grimpent sur leur vélo, montent et descendent les trottoirs, les cheveux au vent. Ça joue dans le sable d'un vieux terrain de pétanque. À l'heure du goûter, les enfants s'invitent entre voisins et font le plein de bonbons à la boulangerie du coin, des frites colorées et des qui piquent. Dans les cages d'escalier, des adolescents se prennent pour des caïds et ça sent bon les épices. Bref, la cité. Un lieu avec tant de proximité forcée qu'on essaie d'en tirer le meilleur. On se côtoie, on s'entraide. Le mercredi 8 juillet 1987, vers 13h, la mère de famille demande à sa fille de 11 ans et demi, Férouz, de descendre les poubelles. Elles tiennent dans un carton. L'enfant reste scotché devant la télé. Shahrazed, sa petite sœur, se porte alors volontaire. Elle a 10 ans. En contrepartie, oui, elle peut jouer au pied de l'immeuble. 30 minutes plus tard, une violente pluie s'abat sur la ville. La mère de Shahrazed s'inquiète tout en essayant de se rassurer. Sa fille a dû se réfugier chez des voisins pour échapper à l'orage. Mais quand le ciel se calme, après 30 minutes de grondement, Shahrazed ne rentre pas. La mère de famille et Férouz frappent aux portes du voisinage. Puis elles élargissent leurs recherches au quartier. Elles font le tour de la piscine, mais rien, aucune trace de la petite Shahrazed. On retrouve le carton dans le local à poubelle du sous-sol. Au début, Férouz et sa mère pensent qu'elle est coincée quelque part, peut-être blessée. Avec les heures qui passent, l'inquiétude grandit. Puisqu'il n'y a pas de téléphone dans l'appartement et que les parents Bendouillou ne parlent pas encore français, 2 autres enfants de la fratrie composent le numéro d'urgence de la police à partir d'une cabine téléphonique. On leur répond à plusieurs reprises qu'il faut arrêter de jouer avec le téléphone, on leur raccroche au nez. Les autorités sont finalement prévenues par des voisins. Quand une voiture de police arrive enfin dans le quartier Champfleury, il est 18h30. Shahrazed a disparu depuis plus de 5 heures. Des recherches sont menées durant la nuit et le lendemain. Policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers quadrillent Bourgoin-Jallieu. Un hélicoptère de la sécurité civile de Grenoble survole les communes de Vénérieux, Vaumilieu, Frontenat et Saint-Savin. Les radios locales informent les habitants de la disparition de Shahrazed. Une voiture de police équipée de haut-parleurs diffuse son signalement dans les rues de la ville. Les jours passent. Les enfants Bendouillou ne sont plus autorisés à sortir seuls de l'appartement familial. Ils enrichissent leur vocabulaire de nouveaux mots qui les terrifient: pédophile, ravisseur, violeur. Les parents ne dorment plus. Ils ne sont entendus qu'une fois par les enquêteurs. Quand ils retournent au poste de police, on leur dit qu'ils doivent rester chez eux. On les appellera si on a du nouveau. Non, c'est pas la peine de porter plainte, ça risque de se retourner contre leur fille. Le 15 juillet, soit 7 jours après la disparition de la petite Shahrazed, un caméraman et un preneur de son installent leur matériel dans l'appartement des Bendouillou. Ils filment la petite Férouz qui traduit ses parents. Qu'on leur ramène Shahrazed et puis c'est tout. Elle rassure le ravisseur invisible. Les Bendouillou ne veulent faire de tort à personne, seulement retrouver Shahrazed. Après les jours, ce sont les semaines qui passent, puis les mois. Sans aucune piste, ni témoin. Zéro, nada, que dalle. Comme si en un claquement de doigts, Shahrazed s'était évaporée. Nous sommes le mercredi 3 août 1988. Nathalie Boyer a 15 ans. Suite au divorce récent de ses parents, l'adolescente traverse une phase difficile. Elle a passé du temps au foyer, mais ce jour-là, elle est chez sa mère, dans un appartement du quartier de l'Esplanade de la Pinède, à Villefontaine. La commune est située à 20 km au nord de Bourgoin-Jallieu, là où a disparu Shahrazed un an plus tôt. En fin de journée,
Nathalie dîne avec sa mère avant de filer se dégourdir les jambes. C'est l'été, il fait beau. Quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin, les balades débutent au pied des tours. Aujourd'hui, un circuit touristique de randonnée propose de faire le tour des 3 étangs du coin, avec un passage devant le château de Falavier et son parc. Dans les années 80, l'endroit est encore largement sauvage. Nathalie a l'embarras du choix pour une petite marche. 1 heure passe, puis 2. Ne la voyant pas revenir, sa mère s'inquiète. Quand elle appelle les gendarmes, ils lui suggèrent de patienter. C'est certainement une fugue, elle reviendra à la maison. Mais Nathalie ne rentrera pas. Le lendemain matin, un cheminot retrouve son corps sans vie sur un sentier, entre voies ferrées et forêt, à la Verpillière, sur la commune voisine de Saint-Quentin-Fallavier, à 4 km de l'appartement de sa mère. L'autopsie confirme l'évidence. Nathalie a été égorgée, et c'est bien cette profonde blessure qui l'a tuée. Pas de traces de violence sexuelle. Les enquêteurs interrogent, mais ne trouvent aucune piste sérieuse. L'endroit est tranquille, mais l'autoroute A43 qui relie Grenoble à Lyon passe à 200 mètres de là, et on peut le quitter au niveau des sorties 5 et 6, toutes proches. Les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur le meurtrier de la jeune Nathalie. En 1991, soit 3 ans plus tard, la justice prononce une ordonnance de non-lieu. Le 12 mai 2000, soit 12 ans plus tard, on retrouve au niveau du même lieu-dit de la Verpillière, flottant dans le canal de la Bourbe, le corps d'une mère de famille de 40 ans. Elle a été exécutée d'une balle dans la nuque. Elle s'appelait Leila Afif. En 2024, son meurtre est toujours irrésolu. Nous sommes maintenant en 1989. Fabrice Ladoux a 12 ans. Il est en classe de 6e au collège des Eaux Claires, 1 rue de Dunkerque, à Grenoble. Il vit avec ses parents, boulevard Foch, à moins d'1 kilomètre de l'établissement. Le vendredi 13 janvier, il rentre déjeuner. Une fois son repas terminé, le garçon prend le chemin du collège. Quand il ne se présente pas à son premier cours de l'après-midi, l'administration contacte ses parents. Ces derniers sont très inquiets. Leur fils n'est pas du genre à sécher les cours. C'est un enfant sérieux et docile. Ils se mobilisent rapidement, mais malgré leurs recherches, aucune trace de Fabrice. 2 jours plus tard, soit le dimanche 15 janvier après-midi, un promeneur découvre le corps de Fabrice Ladoux en contrebas d'une route escarpée du massif de la Chartreuse, au niveau de la commune de Quay en Chartreuse. Les premiers constats et l'autopsie révèlent les atroces sévices qui lui ont été infligés. Il a été violé. Il a reçu plusieurs coups, dont certains à l'arrière du crâne, avant d'être tué par strangulation à l'aide d'une cordelette retrouvée sur les lieux. Les policiers prélèvent un ADN sur la corde tachée de sang. L'enquête ne mène à aucune piste sérieuse. Là encore, vous connaissez la suite. L'enquête piétine. Personne ne sera jamais inquiété pour le viol et le meurtre du petit Fabrice. Le vendredi 3 août 1990, des enfants jouent sur la place de la Convention à Échirolles. Les immeubles disposés en hexagone entourent le square. Les parents n'ont qu'à jeter un œil par la fenêtre pour voir leurs enfants se chamailler, taper dans un ballon ou s'échanger des billes. Rachid Bouzian est un petit garçon de 8 ans. Il est enjoué et son sourire est contagieux. À 19h30, il est censé remonter à l'appartement pour dîner en famille. Quand ses parents ne le voient pas revenir, il commence à chercher. D'abord demander aux voisins, aux parents des copains, puis jeter un œil au hall d'immeuble, ratisser le square, le quartier. À 22h30, les parents appellent la police, mais les recherches nocturnes ne donnent rien. À 7h du matin, le samedi 4 août, les parents collent des affiches et un hélicoptère des forces de l'ordre survole le quartier, sans succès. Le dimanche 5 août, vers 10h, un habitant de la cité descend dans un parking souterrain à 200 mètres de l'appartement familial des Bouzians. Saisi à la gorge par une odeur de putréfaction, il la suit jusqu'à un box vacant. Là, il découvre le corps du petit Rachid enveloppé dans des draps et dans un tapis. Les médecins légistes donnent des informations cruciales aux enquêteurs. L'enfant a été drogué, violé et étranglé ou étouffé. Bien qu'il n'ait disparu que 2 jours plus tôt,
L'état avancé de la décomposition du corps permet d'établir qu'il a été entreposé dans un endroit très chaud. Les experts pensent à un lieu aux alentours de 40 degrés, comme dans un appartement ou dans un coffre de voiture. Bref, c'est sûrement quelqu'un du quartier. Les autorités décident alors de faire appel au service régional de police judiciaire de Lyon. Au cours des semaines qui suivent, les enquêteurs arrêtent et interrogent 15 personnes. Le 20 août, ils bouclent complètement le quartier et procèdent à la perquisition de 80 appartements. La méthode va s'avérer payante. Dans l'un des appartements, une femme explique qu'il lui manque le drap d'une parure de lit. Elle présente une autre pièce de la parure aux policiers qui reconnaissent les motifs présents sur le drap enveloppant le corps de Rachid Bouzian. La jeune femme révèle que son compagnon a nettoyé l'appartement et sa voiture de fond en comble dans les jours suivant la disparition de l'enfant. Son compagnon, Karim Katefi, 26 ans, est placé en garde à vue. Puis il passe aux aveux. Il a enlevé Rachid Bouzian vers 19h30 au pied de l'immeuble, l'a fait monter dans son propre appartement, avant de le droguer, le violer, le tuer. Voyant que les recherches se concentraient sur le voisinage, il s'est débarrassé du corps dès qu'il en a eu l'occasion. Karim Katefi est écroué, jugé et condamné à la perpétuité. Il meurt en prison peu de temps après son incarcération. La cause de sa mort n'a pas été rendue publique. Le mardi 16 avril 1991, Sarah Siad a 6 ans. Elle joue avec d'autres enfants au pied du HLM où elle habite avec sa mère, veuve, et ses 8 frères et sœurs, dans le quartier de Bourvieux, à Vorep. La mère de famille jette régulièrement un œil par la fenêtre. Vers 19h, elle ne voit plus sa fille. Vous connaissez l'affreuse rengaine. La police est alertée, mais la nuit tombe et Sarah reste introuvable. Le lendemain, vers 8h, un riverain découvre le corps de l'enfant à l'orée d'un bois, à 200 mètres de l'appartement familial. Dans le journal télévisé du 17 avril, un journaliste rapporte les paroles ahurissantes du commissaire en charge de l'enquête, qui estime qu'il s'agit là d'un crime sans équivalent dans l'Isère depuis des lustres. L'analyse de la scène de crime et l'autopsie révèlent que la fillette a subi des violences sexuelles. Elle a été étranglée avec son propre pull. Les policiers prélèvent du sperme sur son chemisier et à côté de son corps, un paquet de mouchoirs vides avec des empreintes digitales. Découvert dans les années 50, l'ADN n'est pas encore exploité par la police scientifique. Il est néanmoins conservé, avec l'espoir d'en tirer quelque chose à l'avenir. Entre 450 et 500 empreintes digitales sont relevées sur les hommes du quartier. Certains sont interrogés, mais aucun n'est arrêté. Les années passent et avec elles l'espoir pour les proches de Sarah de retrouver le monstre qui lui a fait ça. Le 19 juillet 1996, le père de Léo Bailey va bivouaquer avec 3 amis au lac Fourchu, situé à 2000 mètres d'altitude dans le massif de Taillefer, au sud-ouest de Grenoble. Divorcé, il a la garde de son fils de 6 ans. Vers 16h, on immortalise sur un cliché le visage radieux de l'enfant devant un paysage à couper le souffle. Vers 17h, le groupe se sépare. Le père de Léo reste au lac pour monter les tentes. 2 de ses amis partent chercher de l'eau à un torrent situé à 1 km. La 3e amie décide tardivement de les rejoindre et Léo veut l'accompagner. Mais sur le chemin, le petit garçon change d'avis. Il est fatigué. La campeuse lui dit de faire demi-tour et de retrouver son père au lac, quelques centaines de mètres plus loin. À 19h, le trio est de retour au campement. C'est l'incompréhension. Le père de Léo le pensait avec ses amis et ses amis pensaient Léo avec son père. Après de vaines recherches, ils appellent la police. Dans les jours et les semaines qui suivent, les volontaires se mobilisent par centaines pour des battues et les autorités fouillent le massif escarpé. Le lac Fourchu est même sondé, mais aucune trace du petit garçon. Ni vêtements, ni corps, rien. Les parents envisagent la thèse de l'enlèvement. Même s'il est difficile d'imaginer un pédophile caché sur un versant de montagne et attendant le passage d'un enfant, des témoins viennent appuyer cette piste. La veille de la disparition du petit Léo, un homme aurait été vu en train de rôder sur le parking du massif de Taillefer, au volant d'une voiture immatriculée dans les Bouches-du-Rhône. Cet homme ne sera jamais retrouvé. Mais la piste accidentelle est privilégiée par les autorités. En 2012, la justice ordonne un non-lieu.
En 1996, Saïda Berche a 10 ans. Elle vit avec sa famille dans une cité de Vorep. Le 24 novembre, la petite fille se rend au gymnase situé à 100 mètres de son appartement. Mais elle n'y arrivera jamais. En fin d'après-midi, les parents de Saïda appellent la gendarmerie. Les premières recherches ne donnent rien, mais la battue du lendemain confirme que le pire est arrivé. Un gendarme découvre le corps de Saïda, à moitié immergé dans un canal de la commune de Vorep, à quelques mètres d'une route de campagne, entre champs et bois. La photo de 2 techniciens de la police scientifique hissant une civière jusqu'au fourgon bleu de la gendarmerie fait le tour de France. Sur la civière, on distingue le corps de la fillette recouvert d'un drap blanc. Il est conduit à l'hôpital pour une autopsie. Sur la scène de crime, les enquêteurs trouvent un magazine pornographique. Les techniciens relèvent dessus des empreintes digitales. Le médecin légiste conclut à une mort par strangulation. Elle a été étranglée avec son sweatshirt. Mais impossible de prélever de l'ADN en raison de son immersion dans l'eau. Le corps ne présente pas de violence sexuelle visible, ce qui n'exclut pas des attouchements. Les enquêteurs interrogent des centaines de témoins. Plusieurs rapportent avoir vu la petite Saïda Berche marcher vers le gymnase en compagnie d'un adolescent qui tenait un VTT gris clair. L'indice est prometteur, mais l'affaire s'enlise. Une ordonnance de non-lieu est prononcée à la fin de l'année 1999. Faisons un petit saut dans le temps, jusqu'en 2003. Férouz Bendouyou est devenue adulte. Elle cherche des réponses, elle veut la vérité. Depuis l'enlèvement de sa sœur Sharazed, ses parents refusent de quitter Bourgoin-Jallieu. Même quand ils changent enfin de logement, ils gardent en location leur ancien appartement, complètement vide. Seul un téléphone trône au milieu du salon. Ils ne peuvent se résoudre à abandonner le seul numéro et la seule adresse que Sharazed connaissait. Férouz se lance alors dans une quête obsédante, sans se douter des obstacles qui se dresseront devant elle. La jeune femme appelle d'abord les morgues, les hôpitaux et les instituts médico-légaux. Elle contacte aussi les barrages de la région. Elle cherche une trace de sa sœur, vivante ou morte. Férouz épluche les archives et les bibliothèques. Elle répertorie les disparitions, les enlèvements, les assassinats et les prédateurs sexuels. Au printemps 2003, Férouz contacte la journaliste Jamie Chen, qui prépare une émission télévisée sur les personnes disparues. La journaliste demande à Férouz qu'elle lui transmette le dossier de sa sœur. Le dossier ? Quel dossier ? Férouz n'a rien, pas même la copie d'un procès-verbal. La journaliste lui dit alors qu'elle va se renseigner pour tenter d'obtenir le dossier de sa sœur, mais personne ne connaît Sharazed Bendouyou. Alors Jamie Chen rappelle Férouz. Est-elle sûre de n'avoir aucun document ? Quelle preuve elle a que sa sœur a disparu ? Férouz est abasourdie. Elle a conservé des articles de journaux sur la disparition, voilà la preuve. À ce stade, Férouz pense que les autorités cherchent encore sa sœur, qu'ils confrontent régulièrement son dossier à ceux des pédophiles et des autres enfants disparus. Mais elle tombera de haut. La journaliste ne baisse pas les bras. Elle contacte un commissaire s'occupant des dossiers au niveau national. Il lui apprend qu'une information judiciaire pour disparition d'un mineur de moins de 15 ans a bien été ouverte en 1987. Les parents de Sharazed n'en ont pas été informés. Ils n'ont pas non plus été reçus par le juge d'instruction en charge du dossier. Les forces de l'ordre n'ont même pas pu fouiller les caves, faute de commission rogatoire. Un non-lieu a été prononcé en 1989, soit 2 ans après la disparition de Sharazed. Férouz réalise alors que plus personne ne recherche sa petite sœur. En fait, personne ne l'a jamais vraiment cherchée. Elle doit mener seule la bataille pour la vérité. Elle contacte le tribunal de Grenoble pour réclamer le dossier de sa sœur auprès d'une greffière. On lui envoie rapidement un dossier de 80 pages. Férouz rappelle la greffière. Elle ne veut pas la synthèse, elle a besoin du dossier complet, c'est-à-dire de tous les éléments versés au dossier depuis 1987. Mais au téléphone, on lui répond qu'il s'agit du dossier. C'est tout ce qu'ils ont. Tous les procès-verbaux sont dedans. Férouz n'en revient pas. Elle prend un avocat pour tenter de faire rouvrir l'affaire, sans succès. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Le 21 avril 2004, les gendarmes de la brigade à proximité du massif de Taillefer reçoivent un étrange coup de téléphone. Au bout du fil, un garçon apeuré. Il dit qu'il est le petit Léo Bellé. Il a été enlevé 8 ans plus tôt dans le massif de Taillefer par une famille qui l'a gardé captif sur Calais. Il veut revenir sur les lieux, retrouver ce pan de vie qui lui a été volé. Le lendemain, il rappelle 3 fois la gendarmerie et fournit des détails.
2 jours plus tard, alors que la nuit tombe, un témoin prévient qu'un adolescent marche sur la route vers le massif de Taillefer, l'air complètement perdu. Ni une ni deux, les forces de l'ordre foncent sur place. Ils retrouvent le frêle garçon et le ramènent au poste, car il refuse de voir un médecin. Durant les jours qui suivent, les gendarmes sont aux petits soins. Ils lui apportent de la lecture, lui font écouter de la musique, commandent des menus à emporter au McDo, tout en l'interrogeant du mieux qu'ils peuvent. Le garçon se cache derrière ses poings et sa casquette. Il a l'air traumatisé. La nuit, il le veille à l'hôpital pour qu'il ait accès à un lit et soit dans un environnement plus confortable qu'au poste de police. Ils aimeraient relever ses empreintes digitales, mais Léo refuse. Le garçon les laisse néanmoins prélever son ADN, probablement mal informé des progrès de la police scientifique. Le résultat tombe. Ce n'est pas Léo Ballet. Quand ceux qui ont pris soin de lui le confondent, le garçon à la voix fluette se métamorphose. Il se lève, hurle avec une voix grave que les gendarmes ne lui connaissaient pas et saisit son fauteuil pour le jeter sur les militaires. L'homme s'appelle Frédéric Bourdin. Il a 30 ans et il est connu des forces de l'ordre pour usurpation d'identité. Trilingue, il tient un registre d'enfants disparus aux 4 coins du monde. Condamné en 1998 à 6 ans de réclusion aux États-Unis pour avoir usurpé l'identité d'un enfant disparu, il rejoint un gang en prison. Une fois sa peine purgée, il est renvoyé en France où il prend successivement l'identité de Léo Ballet puis celle d'un orphelin espagnol en classe de 4e. En 2015, son casier judiciaire est effacé à sa demande, le parquet ne s'y étant pas opposé. Bon, l'histoire paraît folle, mais pire, elle n'apporte aucun élément sur la disparition du petit Léo. Ce qui saute aux yeux quand on étudie les disparitions d'enfants en Isère, c'est la proximité dans le temps et dans l'espace de certaines de ces disparitions. Mais les forces de l'ordre s'en défendent. Avec le peu d'outils informatiques de l'époque, les gendarmes et les policiers ne communiquaient pas comme aujourd'hui. En ville, des commissariats de police, en campagne, des brigades de gendarmerie. Cet argument n'explique pas toutes les lacunes, puisqu'on a retrouvé 2 petites victimes, Sarah Siad et Saïda Berche, à Vorep, et une troisième, Grégory Dubrulle, le survivant, à moins de 5 km de là. Et puis il y a aussi le barrage de Beauvoir, où a été retrouvé Anissa Wadi, qui est à proximité de la grotte du Vercors, là où a été retrouvé le squelette. Enfin, Ludovic Janvier, Grégory Dubrulle, Anissa Wadi et Fabrice Ladoux ont tous été enlevés dans un rayon de quelques kilomètres. En 2006, un membre des forces de l'ordre fait enfin le rapprochement entre les meurtres de Sarah Siad et Saïda Berche, qui ont eu lieu à Vorep à 6 ans d'intervalle. Les petites habitaient dans des HLM. Elles étaient maghrébines, elles avaient 6 et 10 ans. Leurs corps ont été retrouvés à proximité de leur domicile. Elles ont toutes les deux été étranglées avec leurs vêtements. Le meurtrier a laissé des éléments sur les 2 scènes de crime. Un paquet de mouchoirs vides à côté de Sarah et un magazine pornographique près de Saïda. Le mobile semble être de nature sexuelle puisqu'on retrouve du sperme dans les 2 cas. Bref, la liste des concordances est longue. Il manque pourtant de l'ADN dans le dossier de Saïda Berche. En effet, en 2006, on ne peut pas encore isoler du matériel génétique sur des éléments ayant séjourné dans l'eau, comme son pull. De nouveau, l'enquête retourne en sommeil et les scellés dans leur placard. En 2007, Férouz Bendouillou frappe enfin à la bonne porte, celle du cabinet Seban Avocat, situé boulevard Saint-Germain à Paris. Didier Seban est l'avocat des victimes d'Émile Louis et de Michel Fourniret. Maître Seban a pour consoeur Corinne Herman, qui fait aussi de l'investigation. Un système à l'anglo-saxonne où l'on mêle droit et enquête privée, comme dans les romans américains de Michael Connelly. Corinne n'a pas peur de parler de tueurs en série. C'est elle qui a lié les 7 disparus de Lyon au chauffeur de car Émile Louis. On lui a ri au nez. Voyons, c'est digne d'un scénario hollywoodien, pas de ça chez nous. Le cabinet s'est depuis forgé une réputation, surtout auprès des familles de victimes. Alors quand Férouz Bendouillou appelle les autres familles pour leur dire de se manifester auprès du cabinet, l'idée rencontre un franc succès. Enfin, on s'intéresse à leur enfant. Cela coïncide pour la famille de Ludovic Janvier avec une période douloureuse. Le père de Ludovic vient de mourir. Il ne saura jamais ce qui est arrivé à son fils. Pour gérer la succession, le notaire a besoin d'un document officiel où la disparition de Ludovic Janvier est notifiée. Virginie, la sœur de Ludovic, contacte alors le tribunal de grande instance de Grenoble et demande le dossier de son frère. On lui dit qu'il n'y a plus rien, qu'on l'a perdu. La veuve et les enfants n'en reviennent pas.
Ils reçoivent même un document sur lequel il est noté que le dossier numéro autant n'a pas pu être retrouvé. C'est donc en 2008 que la famille comprend l'insupportable. Ludovic n'est plus recherché depuis longtemps. Comme Férouz Bendouillou, 5 ans plus tôt, ils sont scotchés. Ils avaient pourtant confiance en la justice, en l'État français. Quand Corinne Herman demande à son tour le dossier de Ludovic Janvier, il réapparaît comme par miracle. Mais il est mince, bien mince, comme celui de Charazade. Les familles sont maintenant unies dans la douleur et la colère, plus fortes que jamais. Pour Corinne Herman, un tueur en série est un tueur qui a échappé à la justice. Et si on dit à Didier Seban qu'il est dans le fantasme du tueur en série, il rétorque qu'il ne sait pas si avoir un tueur en série en liberté en Isère est pire que d'en avoir 3 ou 4. Les avocats veulent apporter des réponses aux familles. Ils demandent au tribunal de Grenoble d'autres dossiers d'enfants disparus ou enlevés et tués dans les années 80 et 90. Ils recoupent les éléments, comparent, localisent et distinguent 3 groupes de victimes. Le premier groupe est celui des petits garçons. Ludovic Janvier, Grégory Dubrulle et Fabrice Ladoux. La rue Adrien Ricard de Grégory Dubrulle est située à 1 km du trajet domicile-collège de Fabrice Ladoux. La place de la République de Saint-Martin-d'Hères, où a été enlevé Ludovic Janvier, est à 5 km du collège de Fabrice Ladoux. On n'a jamais retrouvé Ludovic Janvier, mais les corps de Fabrice Ladoux et Grégory Dubrulle présentaient des blessures similaires, viols et multiples coups, dont certains à l'arrière du crâne. Les deux ont aussi été étranglés. Quant au petit village de Quai en Chartreuse où a été retrouvé le corps de Fabrice Ladoux, il est situé à 15 petits kilomètres de Pomette-la-Placette, là où Grégory Dubrulle a été laissé pour mort 6 ans plus tôt. Le second groupe est celui des petites filles. Anissa Wadi, Charazade Bendouillou, Sarah Siad et Saïda Berche. Toutes vivaient dans des quartiers populaires. La proximité des meurtres de Sarah et Saïda à Vorep et la similarité des scènes de crime sautent aux yeux. Le cas de Nathalie Boyer se distingue des autres par son âge, 15 ans, mais aussi par la façon dont elle a été tuée. Pourtant, elle a disparu à Villefontaine, près de Bourgoin-Jallieu, où vivait Charazade Bendouillou. Philippe Pignot et Léo Ballet ont disparu en montagne, à 10 km l'un de l'autre. Philippe Pignot à La Morte et Léo Ballet au lac Fourchu, mais à 16 ans d'intervalle. Quant au petit Rachid Bouzian, le coupable, un voisin proche, a été identifié rapidement après les faits grâce à la réactivité des autorités et aux moyens déployés. Les avocats font des demandes répétées au parquet pour réouvrir les affaires des disparus de l'Isère. Ils ont peu de procès-verbaux d'audition. Ils ont besoin de matière pour travailler. En réponse, la procureure générale de Grenoble, Martine Valdès-Bouloc, met en place une cellule inédite en France appelée Mineur 38. Cette cellule est chargée d'étudier et de recouper les affaires des disparitions des 10 enfants dont nous avons parlé. La procureure annonce sa création aux médias, lance un appel à témoins et met en service un numéro vert. Elle reçoit les familles et assure qu'elles seront informées des avancées lors de réunions régulières. 3 procureurs et 2 juges d'instruction ont en charge la direction et la coordination des recherches. 7 gendarmes sont chargés des enquêtes sur le terrain. 5 analystes criminels des recherches plus administratives. Ils doivent par exemple retrouver les dossiers et les scellés, puis les répertorier dans le système informatique. Ils entrent aussi le moindre détail dans Anacrim, le célèbre logiciel qui permet de trouver des points communs entre des affaires pouvant échapper à l'œil humain, comme un modus operandi, un profil type de victime ou des lieux communs. Ils étudient aussi le parcours de vie de tueurs en série. Didier Gentil, Michel Fourniret, Patrick Tissier, Denis Vaccin, Émile Louis, Marc Delpech, Francis Aume, Patrice Allègre, Christian Van Geloven et Michel Perry, et vérifie aussi le passé de Karim Katefi, le meurtrier du petit Rachid Bouzian. Mais comme les avocats, les enquêteurs sont vite bloqués. Des dossiers d'instruction ont été perdus au cours des déménagements, et les scellés de dossiers classés ont été légalement détruits, réduisant à néant l'espoir de pouvoir lancer de nouvelles analyses. Mais ça, les familles ne le savent pas encore. 2 ans après l'ouverture de la cellule Mineur 38,
Les avocats des familles des victimes réclament au parquet plus d'informations, plus de transparence. Ils demandent ce qu'est devenu le squelette du Vercors, découvert en 1985. Grâce aux nouvelles méthodes de police scientifique, des tests ADN pourraient être faits et répondre enfin à la question suivante: s'agit-il ou non des restes du petit Ludovic Janvier? Il faut identifier Ludovic ou bien clore définitivement cette piste. La journaliste Elsa Vigoureux du Nouvel Obs suit le dossier de près. Le 26 mai 2010, elle publie un papier qui rencontre un franc succès. Il s'intitule Quand la justice fait disparaître 12 corps. En voici un résumé publié par le journal. Le 17 mars 1983, Ludovic Janvier, 6 ans et demi, disparaît à Saint-Martin-d'Hères dans l'Isère alors qu'il part acheter des cigarettes. 2 ans plus tard, 2 spéléologues trouvent dans une grotte d'Angers le corps d'un enfant. D'après les légistes, ce cadavre appartient à un petit garçon de 6-7 ans, comme Ludovic, dont le crâne a été fracassé avec un outil lourd. La date de l'assassinat semble aussi remonter approximativement à celle de la disparition de Ludovic. La découverte est cruciale. Mais à cette époque, les techniques de recherche ADN en sont à leur début. Il faut comparer la fiche dentaire de Ludovic à la mâchoire de ce corps pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une seule et même personne. Le petit Janvier n'est jamais allé chez le dentiste. Les 2 affaires closes vont se perdre dans les archives du tribunal de Grenoble. Et l'impensable arrive en 1998. Les autorités judiciaires ordonnent la destruction du corps. Cette même année, 11 autres cadavres sont détruits. Un geste difficilement compréhensible dans l'Isère, où 9 cas de disparition ou meurtre d'enfants non élucidés ont entraîné la création il y a 2 ans d'une cellule d'enquête spéciale, Mineur 38. Les ingrédients du scandale prennent, les Français sont révoltés. On se met à la place des familles. Les restes humains, même d'identité inconnue, doivent être traités avec respect. Les lacunes ne s'arrêtent pas là, puisqu'à l'époque, il n'existe aucun registre des personnes enterrées sous X en France. 3 jours après la publication du Nouvel Obs, la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, lance une inspection des services judiciaires de Grenoble. Pourquoi parle-t-on indifféremment de corps humain, de squelette humain ou d'ossements? Elle veut identifier les dysfonctionnements dans cette affaire. Le 24 juin 2010, la procureure Martine Valdès-Bouloc convoque les familles des victimes. Depuis la création de Mineur 38, c'est la première réunion. Les journalistes aussi sont conviés et, devant la caméra, la procureure prend la parole. Elle explique qu'aucun élément ne permet d'affirmer pour le moment qu'un criminel en série aurait sévi en Isère et serait l'auteur des meurtres. La cellule Mineur 38 est dissoute, le numéro vert désactivé. Quand elle quitte la salle, les familles qui n'ont pas eu la parole l'interpellent sans succès. 2 ans plus tôt, on leur a vendu de l'espoir. On le leur arrache à nouveau. Devant le tribunal, les journalistes tendent leur perche aux familles. La mère de Grégory Dubrulle s'agace. Ça fait 27 ans que ça dure, 27 ans qu'on nous banane. Maintenant, il y en a marre. Puis Maître Seban prend la parole au sujet du squelette du Vercors. Nous n'avons pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'on a fait de ce corps d'un enfant trouvé en 1985? Qu'est-ce qu'on a fait des scellés, puisqu'il semble peut-être que certains scellés, certaines preuves de crime ont été retrouvées? Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va les analyser? Est-ce qu'on va passer leur ADN? Quels sont ces scellés? Quels espoirs on peut avoir? Sous la pression de l'opinion publique, la procureure générale de Grenoble revient sur sa décision. La cellule Mineur 38 va perdurer, mais au lieu des 11 enquêteurs, il n'y en aura plus que 3. Pour calmer les familles et les Français, il n'y a pas d'autre choix. Martine Valdès-Bouloc revient aussi sur le sujet du squelette. Ce sont des scellés qui ont été détruits, pas les squelettes. Il s'agit d'une incompréhension. D'ailleurs, le squelette de la grotte du Vercors est toujours dans le sous-sol du tribunal. Le problème, c'est qu'il est perdu. Personne ne sait le retrouver. Les proches des victimes bondissent. Ils peuvent aller le fouiller eux-mêmes, le sous-sol du tribunal. La colère gronde. Mais 1 an après avoir lancé les recherches, le squelette n'est toujours pas retrouvé. Un membre de la cellule Mineur 38 explique en interview que ses collègues et lui n'ont en fait jamais vu le squelette. Ils n'ont eu accès qu'aux expertises. Souvenez-vous, les spéléologues avaient retrouvé un crâne fracassé appartenant, d'après les médecins légistes, à un enfant de 6 ou 7 ans. Comment peut-on perdre un crâne d'enfant dans un tribunal? Perdu ou détruit, le constat est glaçant. Les familles qui avaient jusque-là un seul ennemi, le meurtrier de leur enfant, ont maintenant le sentiment de devoir aussi affronter la justice.
À l'automne 2010, les policiers identifient un fragment d'ADN dans l'affaire du meurtre du petit Fabrice Ladoux. Ils tiennent enfin un suspect, un Isérois qui vit maintenant à Mayotte. L'homme est placé en garde à vue et entendu. On prélève son ADN pour confirmer, mais il ne correspond pas. Le suspect est relâché. 3 ans plus tard, la chance tourne. Catherine Léger est la juge d'instruction en charge du dossier des meurtres de Sarah et de Saïda. Elle décide d'envoyer le pull de la petite Saïda dans un laboratoire d'analyse génétique de Bordeaux. Les résultats tombent. Ils ont bien identifié un ADN de sexe masculin sur les manches. Les enquêteurs entrent alors l'ADN dans le fichier national et voient s'afficher sur l'écran le nom d'un homme enregistré pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et défaut d'assurance. Georges Pouille est placé en garde à vue en juillet 2013. Il vit en concubinage et a un petit garçon. Il habite Vorep. En fait, il n'a jamais quitté la ville. Il connaît les familles Berche et Siad. Il a déjà fait garder son fils par la mère de Sarah Siad, qu'il a tué 22 ans plus tôt. Georges Pouille avait alors 15 ans. Lorsqu'il a étranglé Saïda Berche, il avait 21 ans. Les policiers l'avaient entendu pour ce second meurtre, mais n'avaient pas relevé ses empreintes ni vérifié son emploi du temps. Pourtant, Georges Pouille possédait un VTT gris clair qu'il promenait dans le quartier, comme l'adolescent vu avec Saïda dans les heures précédant sa disparition. Il n'est pas suspect dans les affaires plus anciennes. Il avait 13 ans quand Fabrice Ladoux a été enlevé à Grenoble. En mars 2016, Georges Pouille est jugé à Grenoble pour le meurtre de Saïda Berche. Il est reconnu coupable et condamné à 30 ans de réclusion. Quelques mois plus tard, il est jugé pour tentative de viol et assassinat de la petite Sarah Siad, 6 ans. Il écope de 13 ans de prison. Dans le système judiciaire français, 2 peines ne se cumulent pas. Seule la plus longue est retenue. Permettez-moi de terminer en laissant la parole aux familles. Des mots, des phrases qu'ils ont prononcées depuis le début de leur cauchemar. J'ai laissé partir Ludovic avec cet homme. Quand j'ai vu le regard qu'il me lançait, j'ai compris que j'avais fait une bêtise, mais c'était trop tard. Cette culpabilité me ronge toujours. Le regard de Ludovic me hante. Jérôme Janvier, France Bleu, 2023. La justice a-t-elle procédé à cette vérification? Et nous sommes de si petites gens qu'on estime ne pas nous devoir de compte? Jérôme et Virginie, frères et sœurs de Ludovic Janvier, à propos du squelette trouvé dans le Vercors, le Nouvel Observateur, 2014. Parmi les scellés dans le dossier de mon fils, je me souviens très bien qu'il y avait une grosse pierre et une lanière en plastique blanc pleine de sang, ainsi qu'une sandalette. Ne peut-on pas procéder à de nouvelles recherches génétiques sur ces pièces, si elles existent toujours? La mère de Grégory Dubrulle, le Nouvel Obs, 2015. Elle attend inlassablement le retour de sa fille derrière sa fenêtre et pleure en silence en remuant la cuillère dans son café. Maître Marie-Christine Atterman de Tico, au sujet d'Aquila Berche, la mère de Saïda, dans Le Progrès en 2016. Cela fait plus de 30 ans qu'on a pris plus cher que n'importe quel assassin et on n'a pas fini de payer. Moi, tant qu'elle n'est pas enterrée dans une tombe décente, si elle est décédée, je ne peux pas laisser passer. C'est pas possible. Férouz Bendouiyou, TF1, 2022. J'ai rencontré le père d'Estelle Mouzin peu de temps après sa disparition. Quand je lui ai dit que je cherchais ma sœur depuis 15 ans, il était choqué. Je sentais qu'il espérait ne jamais se retrouver à ma place. Et aujourd'hui, pourtant, cela fait bientôt 13 ans qu'Estelle a disparu. Férouz Bendouiyou, Le Figaro, 2015. Il existe une réelle dichotomie en France. Les discours politiques promettent qu'on ne laissera pas un assassin courir les rues, et la réalité permet précisément le contraire. Didier Seban, Le Nouvel Obs, 2015. Le 14 mars 2023, Le Parisien publie un article. Sous l'impulsion de la juge d'instruction Sabine Kéris, la cellule Cold Case de Nanterre va se pencher sur des affaires non élucidées en Isère. Parmi elles, l'enlèvement et le meurtre de Fabrice Ladoux. Son corps a été exhumé au printemps et des drones envoyés sur les lieux où il a été abandonné pour procéder à une reconstitution de la scène de crime en 3D. Les enquêteurs de Nanterre vont se pencher sur 5 autres affaires. Les meurtres de Nathalie Boyer et Leïla Afif, l'agression et la tentative de meurtre sur Grégory Dubrulle et les disparitions de Ludovic Janvier et de Sharazend Bendouiyou.
Merci d'être resté jusqu'au bout. Honnêtement, ça a été l'un des épisodes les plus difficiles à travailler. Non seulement parce que les victimes sont des enfants, mais aussi parce que la justice a failli à redonner aux victimes leur voix, ce que l'État est censé faire. Et c'est évidemment horrible pour les familles, mais c'est aussi très inquiétant en tant que simple citoyen. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast Disparu.